Obligée de dire que je ne partage pas du tout l'enthousiasme de Madame la Présidente par rapport à la position de M. Greffès, parce que je pense que parler et venir avec des beaux discours, c'est bien, c'est facile, mais derrière on veut des actes. Et comme d'habitude, j'ai eu des palpitations pendant tout le discours parce que on nous parle de digitalisation, mais la digitalisation, d'accord, mais où sont les Congolais, et notamment aussi les Congolais de Belgique, dans ce discours, dans cette rencontre? On nous parle de la rencontre au Palais des Monts, où étaient les experts congolais de la diaspora, ces fameux experts qui ont collaboré et qui ont participé qui ont participé, pas étroitement, mais qui ont en tout cas été appelés à participer à la réalisation de cette nouvelle exposition permanente. Où étaient-ils? Quand entend-on leur voix? On ne peut pas simplement parader systématiquement dans les médias et même au Parlement bruxellois en disant on travaille main dans la main, tout va bien, alors que nous, on est là et on n'est pas d'accord. Il y a un moment où je pense qu'on ne peut pas se contenter de paroles, on ne peut pas continuer à nous mépriser. C'est-à-dire que le mépris, c'est quelque chose, c'est une arme de guerre finalement qui est utilisée de manière systématique dans les rapports Nord-Sud, dans les rapports entre la diaspora africaine et congolaise de Belgique et le musée. Donc ça doit changer. Si on veut parler de changement, on peut parler de conférences à moyen terme, long terme, avec les directeurs de musées africains, d'Afrique de l'Ouest, d'accord, mais on va parler aussi concrètement de la fin du mépris dans les rapports Nord-Sud. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait essentiel. Quand on parle de décolonisation, moi, j'attends que ce soit notre définition de la colonisation. Quand je dis notre, c'est à nous, afro-descendants. On nous a accusés de vouloir racialiser le débat. Personnellement, je n'ai jamais eu le luxe d'oublier que je n'étais pas une personne racisée. Je n'ai pas choisi de me considérer comme ça. C'est un fait. Quand j'entre quelque part, on voit avant tout une femme noire. Donc, quand dans les débats au niveau du musée de Tervueren, on nous dit qu'il ne faut pas raciser le débat, mais en même temps, c'est quand même eux qui sont allés chercher des associations africaines en disant on veut aussi avoir le point de vue des associations africaines. Et quand ces associations africaines ont demandé à travailler avec des experts issus de la diaspora, des experts donc, qui pouvaient les accompagner, eh bien, ils étaient d'accord. Simplement, quand au niveau des discussions, il y a eu certains désaccords au niveau des divergences de point de vue, comment ces divergences de point de vue ont-elles été résolues? Qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir éventuellement aussi faire un bilan de cette collaboration, de cette coopération? Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place pour pouvoir faire le bilan. Ce qui permet effectivement aujourd'hui à M. Greffès ou à M. Verbert de dire que, il y a eu un partenariat, que tout s'est bien passé, que ce partenariat continue en plus. Et tout ça toujours avec un mépris. Je reviens vraiment sur ce mot, mais parce que dernièrement, il y a eu un article qui est paru sur le site du CNAC où l'artiste Laurent Sengiouza, qui est présente dans la salle, et Thomas Mouteba Lutumbe, qui fait également partie de ce groupe d'experts appelé le groupe D6. D6 quoi? À vous de deviner la suite, mais c'est le groupe D6. Donc, on a émis un avis assez critique par rapport à cette nouvelle exposition et à ce musée. Ils ont parlé d'essentialisation, notamment. La réponse du musée a été une réponse médiatique où M. Verbert a absolument tenu à lui aussi
avoir son droit de parole et a publié un article dans lequel, en gros, il dit qu'il voudrait présenter M. Mitterrand comme quelqu'un avec qui le dialogue n'est tout simplement pas possible et comme une personne finalement incompétente, sans tenir compte, sans replacer en fait les choses dans un... Il devrait y avoir des principes moraux, on l'a dit, il n'y a pas que des principes juridiques, mais si les réponses qui sont considérées, si les réponses aux actes, aux paroles, ou aux articles, aux critiques qu'on pourrait émettre sont considérées comme des attaques et qu'on y répond en cherchant systématiquement à décrédibiliser celui qui est la source de cette critique-là, il n'y a pas de rencontre possible. Il faut vraiment arrêter de parler de dialogue et de discussion et venir faire ici des grands sourires, alors que dans le fond, il n'y a pas de rencontre possible si on ne cherche pas à réparer et à partir sur un pied d'égalité. Bravo. Je suis un petit peu perdue dans... voilà, donc, quand on parle aussi de... Voilà, les directeurs voudraient nous faire croire qu'à présent que le bâtiment a été rénové, on peut continuer à parler de décolonisation, de changement de mentalité, qu'en fait tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Comment peut-on dire qu'on investit dans cette rénovation sur le changement de mentalité quand 65 millions sur les 70 millions du budget total sont investis pour réparer et rénover ce bâtiment, quand on investit du temps et de l'argent à enlever les peintures qu'on avait mises sur ces horribles, sur ces paysages qui datent tout à fait de l'époque coloniale, pour lesquels je n'ai absolument aucune affection, aucune nostalgie. On a pris du temps pour retirer les peintures qui cachaient tout ça. Donc en fait, cet argent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. À partir du moment où, sur un budget de 70 millions, on prend 65 millions pour moderniser le bâtiment, ne me dites pas que vous voulez investir majoritairement dans le changement de mentalité. Quand pour cette rénovation, toujours sous des prétextes financiers, on continue à travailler avec le même personnel qui travaille au musée depuis des années, sans jamais les former à un moment à des techniques de concertation par rapport aux diasporas. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir été quelque part un petit peu à un moment jeté dans la fosse au lion, parce que les discussions étaient difficiles et quand systématiquement, dès qu'il y a un désaccord, le point de vue du personnel scientifique du musée va être le dénigrement, va être le mépris, eh bien, on arrive à une certaine impossibilité de dialoguer. Alors, j'ai parlé du mépris, pour moi c'est quelque chose d'important, et je pose la question, mais je pense que qu'il faudrait vraiment discuter sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir éviter de systématiquement rester dans ce type de dialogue nord-sud, finalement, qui reflète toutes les discussions qu'on peut avoir quand on parle de négociation ou d'inclusion. La neutralité scientifique nous a souvent été opposée par rapport à notre émotivité. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas choisi. J'ai pas choisi d'avoir ma maman qui me racontait au repas de famille comment est-ce que ses oncles étaient fouettés parce qu'ils n'avaient pas ramené suffisamment d'EVA. Pardonnez-moi d'être émotive à certains moments. Il n'empêche que je reste quand même historienne de l'art, moi aussi. J'ai fait mes études à l'ULB comme tous les autres. Quand on parle de certains... Et quand on parle aussi toujours de cette co-création, co-construction, ce sont des termes avec lesquels j'ai beaucoup de mal parce que ça fait quand même plusieurs décennies qu'il n'y a que création d'un côté
Et puis tout à coup, il faudrait qu'on vienne et qu'on parle à voix égale. Ça ne va pas être possible. Il va falloir parler de réparation, il va falloir parler de réparation et pas juste de venir présenter ses excuses au Parlement bruxellois, c'est bien, mais il va falloir parler de faits concrets. Il va falloir parler d'une véritable politique de diversité. Excusez-moi, quand tout à l'heure on a entendu parler qu'il y avait une politique de diversité pour engager plus d'afro-descendants au musée, laquelle? Je n'en ai absolument jamais entendu parler. Pour moi, il n'y en a pas. Il ne suffit pas de dire on va engager des guides freelance majoritairement afro-descendants pour pouvoir parler d'une politique réelle de diversité. Il ne suffit pas de proposer quelques contrats jeunes moins de 26 ans pour pouvoir parler d'une politique de diversité. Quand est-ce qu'on va parler d'un directeur du musée de l'Afrique centrale africain, afro-descendant? Quand est-ce qu'on va parler de choses comme ça? Une politique de diversité et d'inclusion. Personnellement, je suis d'avis sur le fait que je partage le point de vue de Michel Bouffiou qui nous disait un jour qu'on n'était pas suffisamment radical. Je pense qu'il est temps de taper le poing sur la table et d'exiger une véritable réappropriation en fait du discours sur nous. Il y a une commission qui a été mise en place par Madame Demir. Il y a qui dans cette commission? On nous a aussi rétorqué qu'il ne suffisait pas d'être noir pour pouvoir être un spécialiste de l'Afrique. J'ai envie de répondre que c'est déjà un bon début et que le contraire n'est pas forcément vrai non plus. Pas d'être blanc, d'avoir fait un mémoire sur un artiste africain pour être un spécialiste de l'Afrique non plus. Voilà. On a aussi parlé de cette histoire de digitalisation. La digitalisation, pour moi, ça peut être quelque chose de nécessaire, enfin, ça peut être quelque chose d'utile. Il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas de la faute de la Belgique, mais il y a quand même de sérieux problèmes au niveau des connexions Internet dans plusieurs pays d'Afrique. Donc il faudra aussi voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour que cette histoire de digitalisation soit vraiment quelque chose d'utile. Mais moi je pense qu'on doit vraiment se réapproprier on a besoin de retrouver aussi un savoir. On a besoin de retrouver aussi une part de notre identité. Je pense que que beaucoup d'entre vous ici ne peuvent pas s'imaginer la violence que c'est quand on est une jeune fille, une enfant, une adolescente en quête justement de construction identitaire, d'arriver au musée de Tervuren et de s'entendre toujours expliquer ce que faisaient nos ancêtres, mais par des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et quand plus tard, la même personne est diplômée en histoire de l'art, civilisation non-européenne, et que, confrontée à des discussions, dès qu'il y a un désaccord, on s'entend toujours dire « oui, mais moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je travaille sur ces objets, donc j'ai plus de compétences que toi », eh bien, ça, c'est quelque chose de violent et auquel il faudrait vraiment pouvoir à un moment éveiller un petit peu le personnel du RAC, puisqu'on parle de la Belgique aujourd'hui, afin de trouver finalement une véritable voie de co-création, mais cette voie de co-création, elle va d'abord passer par une véritable réappropriation du discours. C'est bien d'aller collaborer avec des gouvernements génocidaires en Afrique aujourd'hui pour proposer un processus, pour entamer un processus de restitution. Moi, je suis assez d'accord avec Georges Tin et puis aussi avec le docteur Moukele
qui s'exprimait dans une émission de télévision il y a quelques jours, où il disait mais le Congo est riche de ressources humaines sur place, mais avant tout sa diaspora. C'est parce qu'il disait qu'il avait visité tout un tas de pays différents et que dans chacun de ces pays, il avait rencontré des Congolais qui étaient appréciés dans les pays où ils étaient pour le travail qu'ils faisaient. Alors je pense vraiment qu'aujourd'hui, la première chose quand on veut parler de restitution, ça va être de cesser de mépriser les Congolais de Belgique. Parce qu'on est là, nos enfants sont là, et on n'est pas prêt de s'en aller et de rien lâcher sur ce débat de la restitution. Et je voudrais aussi terminer. J'ai parlé avec Freddy Tsimba il y a quelques jours sur Messenger, et Freddy Tsimba, c'est un artiste congolais, qui a été invité par le musée à venir installer une œuvre pour aussi commémorer la mémoire des Congolais qui ont perdu la vie pendant le processus de colonisation. Freddy Tsimba n'a pas de visa pour venir en Belgique, donc je ne sais pas comment il va installer son œuvre. C'est problématique. Quand on dit que les Africains peuvent aussi venir au musée faire des résidences pour pouvoir étudier ces œuvres-là, comment ils font s'ils n'ont pas de visa? Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie.